pas parce qu'on a plus de 50 ans que tout de suite, voilà, il faut monter son entreprise, se poser la question. C'est pas qu'est-ce qu'on aime faire, c'est est-ce que les gens vont acheter ce qu'on aime faire, et puis est-ce qu'ils vont l'acheter à nous en particulier. J'ai 53 ans, je divorce, mais je suis encore jeune, mais plus complètement. Euh, et donc, c'est de se dire, mais c'est maintenant ou jamais que je peux faire des tas de choses différentes. Je m'autorise à faire des choses si j'en ai envie. Ceux et celles qui ont le plus de facilité à rebondir, ce sont ceux qui, pendant leur vie professionnelle, ont exercé différents métiers ou ont changé d'entreprise. En tout cas, ont déjà fait preuve d'adaptabilité et de ne pas faire uniquement ce qu'ils ou elles aimaient faire ou étaient plutôt performants et ont pris quelques pas de côté, même si ça leur plaisait un peu moins à ce moment-là. De toute façon, je pense que, et c'est ce qui m'a vraiment animée toute ma vie, c'est qu'il vaut mieux tenter et échouer et recommencer plutôt que de regretter de ne pas avoir fait, en fait. Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnéodo, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, je reçois Frédérique Sintra et je suis ravie parce qu'elle vient de sortir son nouveau livre « Réentreprendre sa vie après 50 ans » qui est parfaitement dans le sujet qui nous préoccupe. Frédérique, après avoir été directrice commerciale et marketing dans le secteur des assurances, a créé à la veille de ses 50 ans Assurantiel, une structure en conseil en silver economy. Elle fait également du conseil en leadership, carrière et influence. Et en 2020, elle rentre dans le palmarès Forbes des 40 femmes françaises les plus influentes de l'année. Avec Frédérique, on s'est interrogé sur comment l'ambition vient aux femmes et sur cette question essentielle que l'on peut se poser à n'importe quel âge. Qu'est-ce que je ferai quand je serai grande ? À 17 ans déjà, elle pose que l'ambition n'a pas de sexe, qu'elle veut faire un maximum de choses et que si elle n'y arrive pas, elle aura au moins eu le mérite d'avoir essayé. Et c'est cette ligne de conduite qu'elle tient depuis. Elle nous partage dans cet épisode ses conseils pour gérer son employabilité et se réinventer après 50 ans. Développer son agilité, prendre soin de son réseau et se lancer des défis sont ses piliers. Aujourd'hui, à 57 ans, elle vient de prendre le poste de DG de la start-up Marguerite, tout en gardant 20% de son temps pour continuer à faire du conseil. Elle continue donc à se réinventer dans cette nouvelle modalité entre solopreneur et salarié. Bonjour Frédérique. Bonjour Karine. Ravie de t'avoir parmi nous pour ce nouvel épisode de 50 ans et toutes mes dents, pour la sortie notamment de ton livre « Réentreprendre sa vie après 50 ans », parce que l'ambition des femmes n'a pas d'âge, aux éditions Duno. Donc il y a une phrase que j'aime beaucoup dans ce livre et que tu ne cesses apparemment de te poser, comme quoi il n'y a pas de limite d'âge pour continuer à se poser cette phrase, c'est qu'est-ce que je ferai quand je serai grande ? Et c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une phrase qui résonne pour moi parce que je me pose la même chose tout le temps et c'est aussi ce qui participe à l'espèce de fuel de créativité et de ne jamais arrêter d'être en mode projet et ce qui donne vraiment ce boost en tout cas de vitalité. Donc pour commencer, on va aller regarder évidemment ton parcours et donc j'ai noté que à 17 ans,
Tu fais partie de l'émission, alors pour celles qui nous écoutent, qui ont le même âge que nous, qui souviendront, certainement, l'émission «Aujourd'hui la vie» sur le thème «Comment l'ambition vient aux femmes». Et tu dis, et tu as 17 ans: «L'ambition n'a pas de sexe, je veux faire un maximum de choses et si je n'arrive pas, j'aurai le mérite d'avoir essayé». Donc qu'as-tu fait avec ce désir, de 17 ans à 48 ans? Ah ah! Alors effectivement, hein, dans la mesure où j'ai 57 ans, on va retourner quelques années en arrière. Alors déjà, quelques années en arrière, puisque tu fais allusion à cette émission, c'est cette émission de 1983 et moi je vais revenir, si tu le permets, sur encore quelques années, en arrière, puisqu'en fait, c'est pour t'expliquer pourquoi j'étais arrivée à cette émission. En fait, moi je suis une fille de la campagne, j'ai été élevée dans une ferme et il se trouve que comme j'étais la seule de ma classe d'âge, à être née en 66, j'ai suivi, la scolarité avec des enfants qui avaient 2 ans de plus que moi parce que dans le village, voilà, il y avait des classes, avec multiples niveaux et ce qui m'a permis ou en tout cas ce qui a fait que j'ai eu, mon bac scientifique à l'âge de 16 ans, donc avec 2 ans d'avance et alors que j'étais en classe préparatoire, HEC et qu'un garçon me disait: «Oh les filles, vous nous prenez les places, au concours», voilà, qui me renvoyait pour la première fois de ma vie que parce que j'étais une fille, je ne pouvais pas nécessairement prétendre aux mêmes choses que les garçons. Bon, j'étais un petit peu fâchée et j'avais vu cet appel à témoins à une émission de télé, donc Aujourd'hui la vie, ex Aujourd'hui madame, pour ceux et celles qui sont de notre génération et qui ont quelques souvenirs et donc j'avais répondu et puis il se trouve que voilà, j'avais dû être entre guillemets «la bonne cliente» pour représenter cette jeune génération de jeunes filles qui, voulaient faire, des tas de choses à titre professionnel et donc je m'étais retrouvée dans cette émission aux côtés d'Élisabeth Badinter et de François Giroud qui était à l'époque, je crois ministre de la condition féminine. Et donc voilà, moi je voulais essayer de faire des choses. Je me dis: «Bah, voilà, de toute façon, je pense que» et c'est ce qui m'a vraiment animée toute ma vie, c'est qu'il vaut mieux tenter, et échouer et recommencer plutôt que de regretter de ne pas avoir fait, en Oui, fait. voilà, ce que j'entends, c'est que déjà tu t'autorises à 17 ans de te proposer pour cette émission. Il faut quand même avoir un certain culot. Oui, j'avais probablement un certain culot, mais alors, est-ce que ça vient de mon enfance ou pas? Parce que, bah, j'ai des parents qui sont plutôt discret. D'ailleurs, quand j'avais eu mon bac à 16 ans, j'avais été dans les journaux locaux, et ils étaient plutôt un peu gênés. Mais, moi j'assume bien aimer ce côté, alors un peu lumière d'une part et puis d'autre part, faire des choses et en fait, je pense justement et pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années? Et notamment après 50 ans, c'est que je ne me dis pas: «Parce que je suis une fille, je ne peux pas faire ci ou ça. Parce que je viens de tel milieu, je ne peux pas faire ci ou ça». Et du coup, moi bien évidemment, j'ai quand même un certain nombre de normes. Je veux pas dire que je fais n'importe quoi et que voilà, je suis assez respectueuse parfois de certains process et cetera. Mais en tout cas, moi, je m'autorise, à faire des choses si j'en ai envie. Le truc, c'est d'abord de se dire: «Est-ce qu'on m'attend là ou non?» Peu importe, moi, est-ce que j'en ai envie? Donc de connecter Et vraiment à ce qui te motive, essentiellement, au fond. Plutôt que de répondre, ce que j'entends, à une image ou à des choses, programmées pour toi ou, dont on aurait envie bon, pour alors toi. oui, exactement, même si, justement, j'étais quand même assez respectueuse, de la scolarité, j'étais plutôt la bonne élève, bon, comme j'apprenais plutôt facilement, je n'étais pas une énorme bosseuse, mais en tout cas, voilà, je faisais en sorte d'avoir mes bonnes notes, d'être plutôt en tête de classe, même si quand j'étais arrivée au lycée, j'avais eu quand même un choc, parce que je m'étais retrouvée de mon petit collège de la campagne, où là, j'étais largement en tête de classe, dans un lycée, avec des tas de personnes qui venaient d'univers, sociaux, CSP un peu plus, notamment de la bonne bourgeoisie de Chartres et là, j'avais eu un choc en ayant, des notes, qui étaient plus proches, des 2-3 dans mes premiers contrôles de maths, et qui n'étaient plus, aux alentours des 19 comme j'avais l'habitude de les avoir, au collège. Bon, bah, il a fallu une petite adaptation. Heu
Voilà, mais ceci dit, oui, oui, si j'avais envie de faire des choses, moi, à l'adolescence, par exemple, même en titre de loisir, j'ai hésité entre faire des courses cyclistes et faire de la danse. Bon, finalement, ça a été la danse, mais j'aurais pu faire les 2. Bon, maintenant, je fais du vélo, je compense. Et voilà. Donc ouais, c'est plutôt ce que j'ai envie de faire. Et quand j'ai choisi justement, mon parcours, j'avais envie de faire de la médecine, j'avais envie, d'être avocate, j'avais envie d'être journaliste pour parcourir le monde, et découvrir, des tas de choses. J'avais envie de prendre l'avion, et d'aller dans différents pays. J'avais pas envie, cet avenir qui était plutôt sympa, à la campagne. Néanmoins, des personnes qui travaillaient plutôt bien à l'école, c'était plutôt le cycle de l'enseignement, et notamment, mes parents auraient rêvé que je sois prof de maths. Et moi, j'avais envie de faire quelque chose qui pour moi, en tout cas tel que je l'entendais à ce moment-là, bougeait plus. En fait, changeait plus d'une existence classique que je voyais. Ça veut pas dire qu'elle était mieux ou pas, mais moi, dans ma perception, j'avais plutôt envie de faire des choses différentes. Puis j'avais une copine qui s'était renseignée sur des écoles de commerce, sur le marketing. Je me dis: «Tiens, ça peut être sympa, le marketing, le commerce international, pourquoi pas?» Bon, et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée en classe préparatoire. J'ai fait une école de commerce et puis après à l'école de commerce, alors j'ai fait des tas de trucs, hein. J'étais présidente du bureau des sports, j'étais dans des campagnes de BDE, enfin tous les trucs qui bougent un peu. J'avais même, créé la section, aérobic, pour donner des cours d'aérobic, sur place. Je faisais de la danse aussi. J'ai fait partie des la petite équipe de rugby féminin, qui se crée, également dans l'école. Voilà, des choses qui bougent un peu, pas les choses forcément les plus culturelles, intellectuelles, mais tout ce qui bougeait, peut-être qui me caractérise davantage. Et puis, suite à ça, justement, apparaît l'école de commerce. En fait, à l'époque, l'entrepreneuriat, c'était pas ce qui avait le vent en poupe, hein, quand on sortait d'école de commerce. Ce qui avait le vent en poupe, c'était la finance, c'était le marketing, c'était la vente. Et la vente, et quand on parle de vente, c'était les grandes entreprises, les Unilever, Procter, Xerox. Et donc, moi, j'ai commencé, comme ça dans cet univers, des lessiviers, mais que j'ai abandonné très, très vite parce que ça ne me correspondait pas. Et pour aller dans l'univers de la finance, ce qui me semblait, être complètement, à l'opposé de ce que je pouvais avoir envie de faire avec beaucoup de normes, mais j'avais eu, une entreprise qui disait: «Nous, on est, une banque pas comme les autres», et surtout avec des gens qui me semblaient plutôt sympathiques. Et je m'étais dit plutôt: «Mais est-ce que je veux faire ça? C'est est-ce que je veux travailler avec ces gens-là?» Et en fait, on m'avait proposé une espèce de test pour être, directrice d'agence, là où il y a le petit bonhomme vert, dans un organisme de crédit, et pour avoir au bout d'un an, une direction d'agence. Donc, pour ça, donc voilà, je faisais partie d'un test qui pouvait amener quelqu'un qui sortait d'une école de commerce à aller un petit peu plus vite que les autres, sans que forcément que ça se sache. Donc il fallait quand même avoir un petit peu de mérite pour être, assez performant en attaché commercial pour vendre du crédit, et puis pour faire du recouvrement, puisque c'est facile de dispenser du crédit, mais derrière, il faut que les gens soient solvables. Donc voilà, et j'avais eu une direction d'agence, au bout d'un an. J'ai fait ça pendant un an et demi, et puis ensuite je suis passée au marketing dans cette même structure, et assez rapidement une société sœur, qui est plutôt dans le monde de l'épargne, a fait appel à moi pour que je m'occupe du partenariat grand compte. Donc, j'avais fait du commercial, j'avais fait, un petit peu de marketing, également dans cette société, et puis là, je me suis retrouvée dans les grands comptes. Alors là, ce qui me plaisait bien aussi, ça c'était en 91, c'est que, il y avait jamais eu de femme qui faisait ce métier, et à chaque fois, moi, j'aimais bien en fait le fait de se dire d'être un peu pionnière. Quand j'avais fait ce test au CETLM, c'était: «On va voir si c'est possible», et donc je l'avais fait. Donc j'avais répondu à ce challenge-là, c'était: «Il y a jamais eu de femme pour ces postes-là parce qu'il pouvait y avoir des dîners, parce que, ça pouvait gêner qu'une femme soit dans les grands comptes, et cetera, et cetera». Donc moi, ça m'amusait aussi. Alors avec mon prénom, je me dis peut-être comme ça les gens ne faisaient pas forcément attention, mais Et mais qu'est-ce du que coup, justement par j'étais rapport à ça, sollicitée. au fait d'être seule femme, heu, dans ce milieu que tu dis d'hommes, à la fois la fonction et à la fois, le secteur, qu'est-ce qui a été, compliqué et comment tu as dépassé ça? Bah, justement, moi, j'ai pas considéré que c'était compliqué. J'ai pas considéré que c'était compliqué parce que, heu, moi, je me suis plutôt appréhendée en tant que personne plutôt qu'en tant que genre.
Ça ne veut pas dire que, j'ai une ambiguïté quelconque, mais je ne me suis jamais assignée, de choses ou d'endroits où je devais être du fait de mon genre. Et est-ce que en Donc à face, partir parce que j'entends que toi, tu as décidé ou en tout cas c'est venu comme ça naturellement de ne pas, hem, comment dirais-je? Être impacté par ce genre. Est-ce que en face, comment ça s'est passé en face, en fait? Est-ce que du coup, il y a pas eu de sujet? Ou est-ce que tu t'es quand même pris, des non, non, réflexions non, ou des actions ou j'ai pas eu le sujet, en tout cas, j'ai pas eu, le mémoire. J'ai simplement eu le souvenir que comme j'étais jeune, très jeune à ce moment-là, je me vieillissais, en fait. Je me vieillissais pour incarner ma fonction. Donc voilà, j'avais tendance à avoir des tenues, un peu strictes, de telle sorte à ce que, en responsabilité, j'incarne, heu allez, je vais pas dire le pouvoir parce qu'on n'était pas dans une notion de pouvoir, mais en tout cas, pour pouvoir parler d'égal à égal à des interlocuteurs qui pouvaient avoir un âge plus avancé ou des fonctions, hiérarchiques, plus élevées que la mienne, que celle que je représentais. Et puis j'ai non, non, j'ai donc pas ce eu que de j'entends, c'est sujet, que en le fait, pas sujet, de c'est pas le genre à ce moment-là, c'est l'âge, en fait, pour oui, avoir exactement. une Mais autorité un on peu aurait pu, plus on aurait pu aussi avoir, le fait de la jeune femme qui arrive, un peu fragile et tout ça, sauf que bon, c'était absolument pas mon cas, en tout cas ce que je dégageais, enfin j'en ai l'impression, et que moi, comme je ne me vivais pas comme ça, peut-être que je ne dégageais pas cette image-là non plus, mais j'en moi, sais je rien, crois je crois je ne sais beaucoup, pas. beaucoup à ça. Je crois beaucoup à, tu reçois ce que tu envoies. Donc j'ai mis l'hypothèse que si pour toi, c'était pas un sujet, forcément, enfin forcément, en tout cas un peu plus, c'est pas un sujet pour en face parce que toi, tu arrives, tu es confiante là-dessus et du coup, c'est pas tu ne projettes pas des doutes par rapport à ça, donc en face, ça doute pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis, en revanche, j'étais quand même obligée de pour asseoir mon autorité, de d'endosser un certain costume. C'est ça que Oui, j'entends. exactement, exactement. Exactement, et d'ailleurs un petit peu plus tard, quand je parle de costume, parce qu'après voilà, là on est sur le début, mais j'y reviendrai sur cette notion de costume, c'est super intéressant, comme idée, c'est tout à fait ça, en fait. Et puis, bon, il se trouve que pendant ces périodes, j'ai eu mes 2 garçons, parce qu'aujourd'hui je suis mère de 2 garçons qui ont 30 ans, et 28 ans. Donc ils sont nés en 93 et 95, donc j'étais au partenariat, et en fait, moi, à l'époque, je ne concevais pas que quelqu'un puisse attendre mon retour pour quitter son job. C'est-à-dire qu'en fait, je n'aimais pas l'idée que quelqu'un puisse me remplacer et attendre que je revienne en se disant: «Bon, elle va revenir tôt ou pas en congé maternité», et j'avais la chance d'être dans une entreprise qui permettait les mobilités, et en fait, j'avais une mobilité à chaque retour de congé maternité, ce qui fait qu'en fait, je permettais aussi à une personne, et quand je de reprendre, ma fonction, en tout cas de prendre la suite sans que cette personne se dise: «Est-ce qu'elle revient? Est-ce Oui, qu'elle tu revient faisais pas? la Quand? Comment?» succession avant de partir. Voilà, et en fait, l'idée que quelqu'un, puisse attendre que je revienne, là, je l'admets pas du tout. Bon, il se trouve que, voilà, c'est, c'est très particulier parce que l'entreprise le permettait, mais en tout cas, je trouvais ça très très chouette de faire des passations de cette nature, et je suis restée d'ailleurs très, très proche à chaque fois des 2 personnes qui ont occupé le poste, dans la foulée. Ça donne, je trouve, une relation de toute nature, et puis moi, ça me libérait complètement, complètement l'esprit. Mmh. Donc tu as toute cette Et carrière de salariat, mmh mh. jusqu'à, à peu près, tes 47 ans et à 47 ans, tu te retrouves on reboucle avec donc tu retrouves c'est je trouve ça assez génial les synchronicités et puis enfin voilà comment tu te replonges, tu retrouves cet enregistrement dont on parlait tout à l'heure, de comment l'ambition vient aux filles et là il y a un déclic et tu te dis: «Je vais me lancer dans l'écriture d'un livre qui va traiter de l'ambition au féminin et ça va être un tournant dans ta vie». Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, c'est vrai que là, je rentrais dans le détail de ce que je faisais, là. Ensuite, j'ai participé à la création d'une filiale d'assistance, dans le groupe Caisse des Dépôts, et puis il se trouve que j'ai été
élue, donc en 2013, la femme de l'année dans l'assurance, par les internautes et par le jury, la femme commerciale de l'année dans l'assurance. Et que 2 ans auparavant, je m'étais, investie dans les réseaux qui œuvrent pour la mixité. Et que je trouvais qu'on parlait beaucoup du plafond de verre, mais assez peu de l'ambition de l'ANIAC. Et en fait, à ce moment-là, j'ai retrouvé en 2013, l'enregistrement de l'INA sur cette fameuse émission de télé dont on vient de parler. Et alors que j'étais très investie dans les réseaux, que j'étais devenue directrice commerciale, marketing, innovation de cette structure, d'assistance, je me dis: «Là, il y a quelque chose à faire». Donc première chose, je me dis: «Je vais écrire un livre». Alors pareil, je Tu disais: avais «Je vais jamais écrire un livre», écrit alors de que tu moi avais c'était la première fois que tu te ah ben moi, disais: je «Je vais savais écrire un livre». écrire un petit peu de plaquettes, un petit peu d'un réponse à appel d'offres. Oh, je faisais partie de mon club de danse et j'écrivais les poèmes pour les anniversaires. Enfin, autrement dit, non, j'ai jamais, j'avais jamais, écrit, d'œuvre, j'avais jamais écrit de blog. Mais c'est toujours pareil, moi je me dis en fait, je dis que je fais et c et ensuite une fois que je l'ai dit, bah, je suis un peu obligée Ouais, de le je faire. suis un peu pareil. Hem et donc bah, voilà, après il faut se connaître, hein, il faut se connaître. C'est quel voilà. Moi je suis pas du genre à préparer, à faire des tas de choses et après de me dire: «Je fais les choses». C'est que je me dis: «Allez, il faut y aller». On se lance et puis après, bah, on met en place les choses qui permettent, d'avancer. Tu apprends en Mais marchant. oui, oui et puis déjà il faut dire, il faut faire parce que sinon on procrastine en fait. Et là on n'a pas le on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'en fait, moi comme je marche à objectif, bah, si on me les donne pas, parce que j'aime pas trop qu'on me les donne, bah, je me les donne moi-même en fait. Et et donc voilà et donc c'est comme ça que là, je me suis dit: «Allez, j'écris un livre». Heu et alors là, c'était aussi, bon, toute l'aventure de comment on fait, qui, quoi, comment, parce que je me dis: «Si j'écris un livre, c'est pas pour, c'est pour qu'il soit publié». Donc déjà, je fais le chemin inverse, c'est-à-dire que j'essaie de trouver un éditeur avant même d'avoir écrit mes quelques lignes. Bon, c'est un peu compliqué quand même, non, mais bon, c'est pas si idiot que ça, et il se trouve que, ces fameux prix, en fait, ont bien aidé parce que on était en 2013, l'émission de télé, c'était en 1983 et en fait, heu, si on fait un peu de storytelling, cette jeune fille en 1983, participe, aux émissions et dit, comment l'ambition vient aux filles, voilà, je veux faire un maximum de choses et 30 ans après, elle reçoit le prix de la femme de l'année dans l'assurance. Donc en fait, moi, j'y suis allée un peu au culot toujours, hein, pour, heu, pour vendre cette idée. Bon, je pas ça ça s'est pas fait de façon aussi simple, mais néanmoins, voilà, il y a eu cette idée, de se dire: «Ben voilà, il s'est passé des tas de choses». L'idée de l'ambition, elle ne vient pas de maintenant, elle est pas opportuniste parce qu'on commençait à parler beaucoup de ce sujet, mais c'était quelque chose qui m'habitait moi depuis très, très longtemps. Et c'était une continuité. Donc c'est comme ça qu'effectivement, mon premier livre, Comment l'ambition vient aux filles est paru, chez Erol et justement ce qui s'est passé aussi parce qu'effectivement il faut que tout se passe en même temps et c'est aussi ce qui m'a conduit à publier, c'est que j'ai pris aussi cette décision de me dire: «Bon, avec ces prix en fait, j'ai découvert que j'étais un peu plus dans la lumière». Parce qu'il y a eu quelques articles. Bon déjà j'avais fait, à ma remise de prix, j'avais plutôt fait une déclaration à la César. Autrement dit, comme j'avais fait un peu de figuration au cinéma, les journalistes qui avaient publié mon portrait pour les prix avaient plutôt mis en exergue, ce que j'avais fait, allez, on va dire le côté entre guillemets un peu olé olé, c'est-à-dire de la figuration au cinéma, c'est-à-dire je participais, à une troupe de spectacle, plutôt que, ce que j'avais fait dans ma vie pro. Bon, ce qui m'avait un peu vexée sur le coup, mais finalement, j'en ai tiré profit parce que, ce sont ces petites aspérités qui ont fait que, je pouvais apparaître, un peu différente, un petit peu moins lisse peut-être, et en tout cas ça m'a servi pour mon discours de remise de prix où là j'ai fait des remerciements style César en remerciant, mon producteur qui était le patron de la boîte, mon réalisateur, ceux qui partageaient l'affiche avec moi, mes collègues, mes clients, enfin bon, voilà et en fait, c'est ça qui a retenu l'attention d'un certain nombre de journalistes qui étaient présents et qui m'ont interviewée, par la suite et du coup, j'étais plus visible, donc plus chassée
Et donc, j'ai eu des propositions de postes pour être, bon, j'avais 48 ans à l'époque, hein, pour être la directrice marketing de la grosse boîte d'assurance, la directrice commerciale de la grosse boîte d'assurance. Et là, je me suis dit: «Non, à ce moment-là de ma vie, c'est pas ça que j'ai envie de faire. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Là, je suis dans la lumière. Il y a peut-être, c'est une autre opportunité qui se présentera peut-être pas, davantage». Moi, tous les gens que j'admirais profondément, même s'il y en a, beaucoup, mais notamment dans la vie professionnelle, c'était bien sûr ceux et celles qui sauvaient des vies, les chirurgiens, les pompiers, et cetera. Et puis ceux qui avaient pris des risques, et qui avaient créé, par les risques qu'ils avaient pris, d'autres emplois. Autrement dit, ceux qui avaient créé des boîtes. Et donc là, tu décides J'admirais, de monter ta boîte. voilà, et donc du coup, je me suis dit: «Est-ce que je suis capable de faire ça?» Qu'est-ce Pareil, que est-ce que alors je suis cap ce qui est intéressant aussi parce que, maintenant tu as aussi le recul, hein, par rapport à ça, hem, quels conseils tu tu pourrais donner? Parce que enfin, quelles sont les bonnes questions en tout cas à se poser avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que moi, il y a évidemment des femmes, et des hommes aussi, hein, qui se posent la question, que j'accompagne et je leur dis toujours: «Il y a moi, ma valeur numéro une, c'est la liberté». Bon, mais la liberté, c'est une chose. C'est-à-dire qu'on sait aussi que ça a un prix. Hem et souvent, ce que je partage, c'est la première question à se poser, c'est: «Est-ce que je suis en capacité de dealer avec le risque financier?» C'est-à-dire, OK, il y a cette liberté, mais si je suis pas capable de, arriver à, comment dirais-je? À ne pas être ultra stressée parce que les lendemains quelque part, ne sont pas sûrs et ne sont pas en sécurité par rapport à ça, il y a vraiment cette question à se poser. Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour, des gens qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et peut-être avant les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, écoute, ce sont d'excellentes questions, mais j'aurais été incapable d'y répondre et de me poser ces questions quand j'ai décidé. Aujourd'hui, je peux te répondre et aujourd'hui, je peux donner des conseils. Au moment où je l'ai fait, non, non. Pourquoi? Au moment où je l'ai fait, en fait, je me disais: «Moi, je veux faire ça», et toujours avec cette phrase, «Quitte à échouer», voilà. Par contre, quand j'ai décidé de le faire, je me disais que pour résoudre cet aspect financier qui était quand même important, et pourquoi je l'avais pas fait avant, c'est parce que mes enfants étaient encore en études, supérieures. J'étais plutôt celle qui portait le revenu stable du foyer, donc je ne pouvais pas me permettre, de prendre, une décision de la sorte. Je me suis dit, au moment où je l'ai prise, il faut qu'une rupture conventionnelle soit acceptée. Ce qui n'était pas gagné puisque dans l'entreprise dans laquelle j'étais, il y avait des décisions, qui se prenaient pour des personnes pour les faire sortir de l'entreprise, et on me disait: «Mais non, ça sera jamais accepté pour toi», et j'avais appris grâce au réseau notamment, le côté un peu plus politique. Et donc en fait, ma proposition de partir et donc de créer, une entreprise, et j'avais déjà cette idée de l'entreprise parce que l'entreprise que je voulais créer, c'était, une entreprise qui allait, créer du réseau, une plateforme de réseautage. C'était pas Je voulais pas créer mon job, surtout pas. Je voulais surtout pas partir pour créer mon job. Pour moi, c'était pas ça l'entreprise. L'entreprise, c'était créer des jobs, c'était créer une application, mais c'était en plus créer une start-up. Moi, je me voyais à la tête de ma start-up, avec des tas de gens qui allaient coder, et cetera. Donc voilà, moi, mon univers, c'était ça. Je me percevais pas qu'à 48 ans, je pouvais ne pas avoir les mêmes aspirations que quelqu'un qui sort d'école, qui veut créer sa start-up. Ouais, dans mon esprit, c'était ça. Je voulais créer ma start-up, avec une application, numérique, qui allait, faciliter le réseautage professionnel de ceux qui n'avaient pas forcément de réseau. Parce que pour moi, le réseau, était la clé, et s'il y avait une histoire genrée, puisque c'était quand même un des sujets qui m'animait depuis un certain temps, il était plutôt lié au réseau pro. C'est-à-dire pas au réseau, est-ce que je connais des gens, est-ce que je suis copine avec, mais la capacité à faire du réseau professionnel, de parler business, de voir des gens sur ces sujets-là, et donc je m'étais dit: «Ben voilà, je vais créer une application qui va permettre, à ceux qui n'ont pas de réseau et aux femmes notamment, d'aller retrouver une autre femme notamment et d'aller dans des événements business». Donc une application numérique, je vais avoir besoin de codeurs et tout ça. Donc c'était ça mon idée. Heu,
au moment où je me suis lancée, je me disais: «Bon, de toute façon, je vais assurer le coup parce que mon expertise métier, elle est liée à la silver economy et donc là, je vais faire du conseil en silver economy et puis à côté de ça, je vais, développer ma plateforme et en fait, j'ai une rupture conventionnelle donc du coup, ça va me sécuriser financièrement pendant un certain temps. Mon filet de sécurité, c'est mon réseau». En me disant que si jamais ça ne se passe pas bien, j'aurai un plan B. Et mon plan B, c'est je connais suffisamment de personnes et je pense que mon réseau est suffisamment solide pour me permettre de rebondir en cas de difficulté ou pour me permettre de travailler avec moi sur des missions qui ne sont pas liées à l'entreprise que je veux constituer, qui est elle plutôt risquée, mais qui vont me permettre de sécuriser sur mon expertise métier qu'ils ont déjà expérimenté. Voilà, en gros, c'était ça à l'époque. Ça s'est pas du tout passé comme ça, du tout, Alors juste du tout. pour reformuler, à ma question de quels seraient les conseils, hein, pour se lancer, c'est déjà de baquer quand même, si on peut, le financier, puisque tu dis, «J'ai dealé une rupture conventionnelle», ce qui fait que tu avais un peu de visibilité d'avance et puis tu étais un petit peu sécurisé. Et aussi, le deuxième pilier, c'est, bien s'entourer. En tout cas, avoir un réseau solide qui peut te permettre, de créer de nouvelles opportunités. Et là, donc tu dis, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et non, ça s'est pas du tout passé comme prévu parce que justement, heu, quand on crée une entreprise et ça m'amène au sujet je reviens sur ta question, c'est que, ouais, bah, il y a des personnes qui m'avaient dit: «Ouais, ouais, 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 bah, tiens, ouais, ouais, ça j'aurais besoin de ça en mission» et cetera. Bon, au final, moi j'étais hyper confiante et puis je m'étais dit: «La plateforme qui va, elle, être plus chronophage et qui va demander de l'argent, je la ferai un petit peu plus tard». Sauf que mon livre a été publié à ce moment-là. J'ai commencé à faire moi je suis pas Mélinautombe, hein, du coup il fallait bien que je le vende mon livre. Alors du coup, j'intervenais dans certaines, manifestations d'associations, je présentais, j'avais compris, déjà à ce moment-là de la force des réseaux sociaux pour communiquer, non seulement pour rester en contact avec des gens, mais également en tant que média. Donc j'ai beaucoup, communiqué à ce moment-là. Du coup, j'ai eu des articles également que j'ai reroutés, des interviews. Je me suis prise au jeu, j'adorais ça, hein, j'adorais ça. Et puis dans une des manifestations, il y a une personne qui m'a dit: «Mais et ça, vous le feriez en entreprise?» Et donc j'ai commencé, parce qu'une personne qui était là m'avait entendue et avait pensé probablement que ce que je racontais ou plutôt la façon dont je le racontais, pouvait, avoir un certain impact dans l'entreprise. Donc j'ai commencé à dispenser des conférences en entreprise sur le sujet de l'ambition. L'ambition a-t-elle un sexe, et comment l'ambition vient aux filles? Et je me suis prise au jeu et ça a été l'une des activités que je devais développer, que j'ai développé, que je devais pas forcément développer initialement. Et parallèlement à cela, je suis allée voir tous ces gens qui m'avaient promis, pas promis, en tout cas qui m'avaient laissé entendre que je pouvais avoir des missions sur mon sujet. Et puis c'était: «Ouais, mais finalement on n'a plus trop de budget» et puis après j'allais voir les gens, parfois des dirigeants qui me disaient: Tu peux nous parler de ton livre?» Et en fait, il y a un truc qui m'a complètement déstabilisée, c'est-à-dire que je n'étais plus vue en tant que l'experte qui pouvait proposer une mission, consultante, je veux dire, allez, quasi lambda. J'étais devenue l'autrice et donc ça, c'était assez perturbant parce que, OK, j'allais leur parler de mon livre, mais moi je me disais: «OK, mais c'est pas ça qui va payer mes factures». Et là, c'était quelque chose d'un peu compliqué et là, je me suis dit: «Mais finalement, cette plateforme que je comptais, lancer un petit peu plus tard, que j'ai appelée, Axiel, il faut que je la lance dès maintenant puisque ce qui là où j'ai le plus le vent en poupe, c'est sur cette idée, d'ambition, de mixité et du coup, je vais la lancer». Bon, donc j'ai accéléré ce projet et puis, coup de chance, il y avait quelqu'un, que j'avais accompagné, une start-up dans ma vie d'avant, qui n'avait pas trop regardé ce qui se passait sur les réseaux sociaux et qui, justement m'a sollicité sur la silver economy, sur mon expertise, métier et donc, j'ai pu accompagner, en très long terme pendant 18 mois cette entreprise en parallèle, de ce que je faisais et sans trop en parler et puis assez rapidement, je me suis rendu compte aussi, autre élément qui contribue à répondre à ta question, c'est que, je n'aimais pas travailler seule. Je n'aimais pas travailler seule. D'une part, je ne savais pas faire tout toute seule et il y a des choses, heu, que je voulais bien apprendre et voilà et puis il y en a d'autres
qui m'ennuyaient profondément, que j'avais pas tellement envie de faire, et puis d'autres sur lesquels j'avais envie d'apprendre, mais j'étais tellement lente, à faire que je me suis dit: «Oh là là, mais là, il faut que j'ai quelqu'un», et puis je trouve qu'en stimulation intellectuelle, je trouvais que je m'appauvrissais. Quand bien même je rencontrais des gens par les réseaux et cetera, c'est pas pareil, et cette interaction qu'on a quand on est dans une entreprise, on ne s'en rend pas compte sur le coup. Des fois, on se dit: «Ouais, c'est un peu casse-pied d'avoir des tas de gens autour de soi». Des fois non, mais c'est extrêmement précieux, je trouve, pour progresser intellectuellement. Même si j'apprenais des tas de choses intellectuellement par moi-même, mais en tout cas, en stimulation, en vivacité intellectuelle, au quotidien, moi ça me manquait, et donc j'ai travaillé avec, une première personne en contrat pro, en stratégie digitale, ce qui s'est extrêmement bien passé. En plus, j'ai adoré, cette interaction, intergénérationnelle, parce que c'est une personne qui avait une vingtaine d'années. Et puis voilà, j'ai continué à faire, à proposer mes missions, et puis il y a eu quelque chose qui s'est passé qui était pas du tout prévu. C'est que, des ex-collègues d'un réseau, parce que j'animais un réseau d'ex-collègues, qui m'ont dit: «Mais tiens, est-ce que tu ferais pas des formations en entreprise?» Alors moi, j'avais prévu en fait de trouver des formateurs, qui allaient pouvoir dispenser des formations, mais pas de les faire moi-même, et je me suis rendu compte que dans l'entrepreneuriat, je devenais le produit, alors qu'avant je vendais des produits, et ça, c'est aussi une prise de conscience. C'est-à-dire que, quand on est entrepreneur, sauf à avoir énormément de collaborateurs et tout de suite des grosses équipes, ce qui n'a pas été mon cas, c'est qu'on devient le produit, et donc en fait, au-delà de ce qu'on va vendre, c'est nous, que les personnes, achètent. Et d'ailleurs, quand les personnes nous connaissent, elles achètent notre personnalité, elles achètent, notre énergie, le cas échéant, elles achètent notre organisation, elles achètent ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est d'abord nous en tant qu'individus, surtout quand on dispense des services, ce qui était mon cas, et je me suis rendu compte que là, là, c'était un petit peu le contraire. On venait me chercher pour quelque chose que je n'avais pas prévu. Habituellement, moi, je faisais quelque chose et puis je mettais en œuvre, et là, on venait me chercher pour quelque chose que je n'avais pas prévu, et c'est moi qui ai mis en œuvre parce que je me suis dit: «Bah oui, si on vient acheter ça, plutôt que ce que je vends, c'est peut-être qu'il faut que je m'adapte, et c'est pas ce que je veux vendre». Parce que moi, je galérais un peu sur ma plateforme où j'avais un peu de mal à trouver mon modèle économique, et là, à un moment donné, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut avoir cette humilité de se dire: peut-être que cette idée que je pensais être, l'idée la meilleure qui allait être ma source de revenus, ce n'est pas la bonne, parce que c'est pas là-dessus qu'on m'attend, ou là, il faut que je dépense plus d'énergie et plus d'argent pour le développer. Par contre, moi, avec ce que je sais faire, avec qui je suis, c'est plutôt ça qu'on vient acheter, et en tout cas, c'est là que je réponds à un problème des gens. Parce que là, quand est-ce que les gens vont acheter ce qu'on propose? C'est parce qu'il y a souvent une difficulté. Est-ce qu'on leur fait gagner du temps? Est-ce qu'on leur fait gagner de l'argent? Et est-ce qu'on répond à une problématique immédiate, ou est-ce que c'est plutôt la cerise sur le gâteau? Et dans les périodes, un petit peu sensibles financièrement, pour les entreprises notamment, la cerise sur le gâteau, elle est un petit peu laissée de côté, Mmh. Donc et donc ce que j'entends, c'est que tu as été en capacité, c'est-à-dire qu'au départ, tu étais parti avec des idées. Après, il y a des opportunités qui arrivent et qui t'emmènent ailleurs et que tu es en capacité quand même à te poser et à te dire: «OK, si» tu sais, c'est le chemin, c'est-à-dire, si tout d'un coup ça devient assez fluide à cet endroit-là, c'est peut-être parce que c'est là qu'il faut que j'aille. Et ce que j'entends, c'est que, c'est ça qui est intéressant quand tu disais, oui, quand on est entrepreneur, c'est cette capacité, oui, c'est cette capacité de rebond, c'est cette capacité à savoir, saisir, ce qui est là et suivre ça plutôt que s'entêter avec, heu, vraiment, tenir quelque chose pour tenir qui est peut-être pas le bon chemin et peut-être pas le bon cap. Donc ce que j'entends, ouais, c'est que tu c'est arrives quand c'est même à suivre ça. c'est toute la différence entre, on va dire, la persévérance et l'obstination, peut-être, j'en C'est sais ça, rien. je pense qu'on parle de ça, complètement. Voilà, c'est un peu ça, et puis après dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs choses. Moi, je me suis rendu compte aussi, et se connaître. Se connaître, c'est quand même la clé. Il y a qu'est-ce qu'on veut, et ta question, quels sont nos besoins financiers? Ça, c'est la première chose. On se pose pas assez parce qu'on est toujours, quand on parle d'entrepreneuriat, de la quête de sens, qu'on veut faire, et cetera. Il y a peut-être d'autres moyens que l'entrepreneuriat pour ça. Il y a des assos, il y a des choses comme ça, sans renoncer nécessairement à un travail de salarié. C'est de se dire, voilà, quels sont mes besoins financiers? Quels sont mes besoins sociaux?
sociaux, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Est-ce que j'ai envie, d'être, consultante, la grande chef ou le grand chef de l'entreprise parce que mon rôle social est important? Est-ce que ça, c'est pas important et c'est ce que je fais plutôt que ce que je suis ou ce que représente ma fonction? On le dit assez peu ça, mais c'est super important et dans les revenus, au-delà des besoins financiers, c'est moi, comment je vis, c'est cette perception de ce que je gagne. À titre d'exemple, moi, j'ai aussi changé un peu ma voilure, c'est-à-dire, j'ai mis l'accent davantage sur le conseil, au moment où, truc tout bête, hein, mon fils aîné est rentré dans la vie active et il gagnait plus quasiment que ce que moi, je m'autorisais en salaire à ce moment-là et là, je me suis dit: «Non, pas tout ça pour ça». Ça a été une prise de conscience. Non pas que j'étais jalouse, parce que j'étais ravie pour lui. Il avait, salaire correct en sortant d'une école. Mais moi, j'ai eu cette prise de conscience en me disant: «Bah, peut-être que là, il faut que je fasse autre chose parce que ça, finalement, je le vis un peu moins bien». Et même dans cette notion d'ambition, avec toute l'énergie que je dépense, parce que quand on est entrepreneur, on passe Je tellement de confirme. temps et là, ça a été quelque chose en me disant: «Mais voilà, est-ce que là, je m'obstine et j'essaye que finalement, est-ce que ça va vraiment progresser? Est-ce que j'ai envie que ça progresse?» parce que mes besoins étaient moindres. Moi, voilà, j'ai pas des besoins financiers extrêmement importants, mais néanmoins, ça a été, voilà, psychologiquement, ça a été, un micro choc qui a fait que j'ai mis l'accent davantage sur le conseil. Mais en mettant l'accent davantage sur le conseil, bah, j'étais entrepreneur solo, même si j'avais quelqu'un qui m'aidait sur la partie plateforme et c'était pas du tout ce que j'imaginais quand j'allais créer mon entreprise. Et après, c'était: «Est-ce que je veux continuer à être une entrepreneur solo? Est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça que j'imaginais pour l'entrepreneuriat?» Donc en fait, ça a été compliqué parce que je me suis dit: «Je veux faire différentes choses, à la fois des conférences, à la fois du conseil, à la fois des formations», parce que j'aime bien et mon choix, c'est de pas choisir, alors que je préconisais à tout le monde, moi, d'avoir un choix et de savoir d'après où on voulait aller et que, y compris sur les réseaux, quand je fais souvent des formations sur les stratégies d'influence et de dire: «Voilà, avant d'être visible, il faut être lisible». Donc Voilà, c'est ça, il faut bien, bien, bien packager là où tu veux aller, ce que tu veux voilà faire pour et y pour moi, arriver. je me disais que cette chance, c'était ça. Mais dans l'entrepreneuriat, quand on veut normalement plutôt bien réussir et notamment dans l'univers des startups ou alors quand on est entrepreneur solo, il faut faciliter la lisibilité des personnes. C'est-à-dire, ne pas se disperser, quand bien même c'est notre choix et c'est là que c'est compliqué. C'est là que c'est compliqué parce que, quand on est entrepreneur solo, on va nous solliciter pour une expertise bien spécifique en général et que, si vous commencez à raconter des tas de choses, bah, vous finalement les gens se disent: «Ouais, en On les expert, perd. finalement Mmh c'est mh. généraliste de rien» et ça décrédibilise complètement. Alors après on se dit: «Bah oui, mais on veut avoir du chiffre d'affaires et donc on va prendre ça», mais du coup on se décrédibilise complètement. Ou alors il faut bien choisir quel argument et quel est le seul argument qu'on va mettre en avant. Est-ce on connaît suffisamment notre prospect pour se dire: «C'est plutôt de ça», puis si on se plante, dire: «Ah oui, mais je fais aussi ça et puis je fais aussi ça», ça fait, c'est un peu compliqué. Y compris sur les startups. Quand j'ai voulu monter la plateforme, j'écoutais ce que les gens me disaient: «Ouais, mais tu devrais faire ci» et finalement avec mes petits moyens, j'imaginais presque un LinkedIn bis et donc ce qui avait pas de sens. Donc Mmh. en fait, il faut faire très attention à ça, à être focus sur un objectif, ne pas se disperser. Quand on est solo, d'être sur une expertise et toujours de se poser la question, c'est pas qu'est-ce qu'on aime faire, c'est est-ce que les gens vont acheter ce qu'on aime faire et puis est-ce qu'ils vont l'acheter à nous en particulier? Ouais. Et ça, c'est clé. Ça, c'est clé et en quoi on est légitime pour, pour être le porteur et pour incarner ce qu'on va vendre? Et ce que j'entends donc, c'est que tu as cette prise de conscience grâce à ton fils, hein, et dans ton livre, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a aussi une prise de conscience qui se fait à 53 ans parce que tu divorces et que ça, tu dis que ça t'a réveillée. Alors, qu'est-ce que ça a réveillé en toi? Alors ça a été, en plus, un petit peu avant le confinement. Bah, ça, en fait, c'est la prise de conscience de l'âge. Ça veut dire En me qu'avant, tu disant tu tu avais pas de prise de conscience de ça? Tu ben, t'en en occupais fait, pas non, ou? moi je vivais, voilà, je voyais un peu les ridules et cetera, mais je vois même en termes de look, hein, quand je me vois, je pense que voilà, j'étais dans un truc qui continue, j'y vais bien, je vais à mes conférences et tout. Je me posais pas de questions, en fait. Je me posais pas de questions et puis là, c'était la prise de conscience en me disant: «Mais j'ai 53 ans, je divorce, mais je suis encore jeune,
mais plus complètement. Heu et donc, c'est de se dire: «Mais c'est maintenant ou jamais que je peux faire des tas de choses différentes» et c'est maintenant ou jamais, c'est vraiment ça et alors j'avais lu également le livre de Serge Guérin, Les Quinquados et je commençais à m'y retrouver, en fait et en probablement en m'autorisant à faire des choses que j'aurais pas forcément fait, de repartir, de ressortir. Je me suis dit: «Il faut vraiment que je retrouve un réseau de copines» parce qu'après c'est à ce moment aussi, à titre privé, qu'on voit plus les mêmes personnes et c'est là qu'on se rend compte qu'on a peut-être laissé tomber, au niveau affectif, des amis qui étaient, célibataires, ou divorcés et en fait, on a moins envie de revoir les gens qui sont en couple ou alors, on est moins invité par ces gens. Enfin bon, il y a quelque chose qui se passe déjà à ce niveau-là. Des centres d'intérêt qui sont différents, des envies qui sont différentes, du temps, le facteur temps qui est différent. Et là, j'ai pris conscience en me disant: «Ben voilà, mes enfants sont grands, là j'ai du temps, il y a des tas de choses que j'ai envie de faire, que j'ai pas faites». Ben, d'une part parce que je vivais à la campagne à ce moment-là, parce qu'il y avait quand même la vie de famille, la vie de couple et là, tout de suite la décision ça a été, bah, il faut que j'ai mon petit appartement à Paris. C'était une des premières décisions pour, renouer avec mon cercle amical, voire, retrouver, ou refaire des connaissances, d'amis qui sont dans les mêmes styles de vie, pour, pour sortir davantage, pour aller au spectacle, pour faire des petits restos et puis, en termes pro aussi parce que moi souvent je faisais des allers-retours, j'avais des voyages en train et là ça m'a vraiment simplifié la vie, même pour cette vie de réseau, où les manifestations réseau, elles ont souvent lieu, en fin de journée. Donc voilà, ça a été, cette prise de conscience et puis au niveau pro, mon ex-mari m'aidait, sur un certain nombre d'activités, de suivi informatique et là je me suis dit: «Non, tout ça je vais renoncer, je vais faire peut-être autre chose, je vais faire plutôt du conseil où là j'aurais besoin de personnes pour m'aider, où je serais indépendante et j'aurais pas besoin, d'avoir cette aide, précieuse qu'il m'apportait de temps en temps et là où je peux être complètement autonome, c'est sur l'aspect formation, c'est sur l'aspect formation, l'aspect conseil et donc voilà, j'ai réajusté mon tir au niveau professionnel. J'ai même, je me suis même mise au chaud pendant le confinement, où là, il y a une entreprise que je conseillais qui m'a embauchée c'était en CDI, heu, alors que j'avais gardé mon entreprise et moi j'avais un collaborateur sur mon entreprise. Donc c'est aussi une façon de réinventer à ce moment-là, ma vie. C'est-à-dire, je ne renonce pas à mon entreprise, je reste entrepreneur, même si moi je n'y suis pas au quotidien et moi j'ai un travail salarié. Donc ça m'assurait aussi un revenu. Bon, même si très vite, avec cette entreprise, on est revenu pour différentes raisons, y compris sur le plan relationnel, parce que je me suis rendu compte que, ça se passait très bien quand, je faisais du conseil. Ça se passait un petit peu moins bien dans les relations avec, ce statut de salarié, avec, le les jeux qu'il peut y avoir entre, collègues, ce qu'on n'a pas du tout quand on est en conseil. Parce que quand on est en conseil, on a cette liberté de parole. Quand on est salarié, il faut réapprendre à parfois, à ne pas, dire tout ce qu'on a envie de dire, et puis surtout à recevoir des ordres, des consignes qui sont, qu'on a perdu l'habitude d'avoir, voilà et donc en fait, je suis restée pendant 1 an en tant que salariée et après ça s'est de nouveau très, très bien passé en tant que conseil de cette entreprise, en long terme et puis tout en réitérant mon activité, entrepreneuriale, j'ai décidé, aussi d'écrire un autre livre. Alors j'avais eu entre-temps la républication de mon livre «Comment l'ambition vient aux filles», avait été publié et republié avec, une écriture un peu différente en 2018 avec le titre «Comment vient l'ambition», avec là un angle un peu plus mixte et en fait je trouvais que justement en ayant redécouvert cette vie plus parisienne, de sortie et cetera et je voyais mes amis. Je trouvais qu'il y avait un gap ou en tout cas un différentiel énorme entre l'interprétation qu'on pouvait avoir, même avec mon job d'experte en silver economy, sur la génération des 50 et plus, avec ce que je vivais et ce que j'observais. Donc tu te Et là, je me suis sentais dit: «Non, il y a pas, vraiment un en sujet». accord, avec, ce qui Les était c'est ça que tu représentations. entends? Ouais, bah, je Oui, te avec les suis complètement. représentations, que ce Ouais. soit dans le style de vie et que même dans les apparences.
Et donc Quand tu dis les là, je me suis dit: apparences, «Non, il y a c'est quoi? C'est ce qu'on nous projette comme image, par exemple, dans les magazines, tout ce c'est qu'on à quoi ressemble non, c'est à quoi ressemble aujourd'hui, une femme quinca». Aujourd'hui, une femme quinca, elle ne ressemble pas, à aux femmes quinca d'il y a 30 ans. D'une part parce que, probablement parce qu'on a, avec les progrès de la médecine, on a probablement on s'est soigné. Peut-être qu'on a eu des vies, mais que ce soit les hommes et les femmes, moins dures, que des années auparavant, on a davantage, fait attention à notre hygiène de vie, à l'alimentation, au sport. Bon, moi, je viens du monde de l'assurance, donc je sais, ce qu'il en est au niveau de la prévention. Donc, on fait plus attention. Ce qui fait que, bah, voilà, déjà dans notre apparence, on est plus, allez, je vais dire que, c'est presque les nouveaux quinquas. Enfin, quand on a 50 ans aujourd'hui, on peut s'imaginer qu'on avait plutôt l'apparence des gens de 40 ans, il y a peut-être 30 ans. Heu et qu'en plus notre état d'esprit, est aussi, plus proche de celui-ci, d'autant plus que l'espérance de vie ayant augmenté, alors je vais employer ce mot qui est un peu tabou. Les vieux, on se dit que c'est pas nous, alors qu'avant on pouvait se dire que c'est nous. Alors que même si maintenant les âgés, se sentent jamais complètement âgés, mais il y a cette notion de senior et moi j'ai travaillé, je dis beaucoup dans l'assurance où on parle des seniors, le marché des seniors, les plus de 50 ans et cetera et cetera. Et là je me dis: «Mais non, 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 il y a pas soudain, alors que, on a des espérances de vie, parfois jusqu'à 90, 100 ans, où là on peut avoir 3 générations. Quand on a 50 ans, on peut encore avoir sa grand-mère ou son grand-père. Donc on a 3 générations. Donc c'est un peu compliqué de se dire que soudain, on arrive dans cet univers des seniors ou du grand âge et qu'il y aurait plus de sous-catégories, si tant est que les sous-catégories ont un sens. Mais en tout cas, du coup, elles n'en ont pas plus après 50 ans, qu'avant. donc qu'est-ce qui a Et donc, motivé, du coup, cette nouvelle création de livre à ce moment-là? justement, c'était de de dire qui sont ces personnes de plus de 50 ans, en particulier les femmes. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose dont il faut tenir compte et faire et voilà, pour être un petit peu plus vigilante, bah, c'est les modifications biologiques probablement, les modifications de la structure familiale probablement. Et là, je rejoignais à la fois mon aspect plutôt activiste, heu, activiste de la mixité et là je activiste de l'âge, avec mon expertise sur la silver economy. La silver economy, hein, c'est ce qu'on appelle l'économie du vieillissement. Donc, on aborde la thématique des aidants, de personnes qui sont vieillissantes et qui ont besoin d'être accompagnées. Et moi, je m'étais beaucoup plongée aussi, à titre pro, dans cette étude des aidants qui sont en général, bah, des hommes et des femmes, souvent des femmes d'ailleurs, qui sont dans cette tranche d'âge, c'est-à-dire, entre 50 et 60 ans. Même si de façon générale, on peut dire que l'âge moyen des aidants, c'est 36, on devient souvent aidante, ou d'un conjoint ou de parents à 52-53 ans. C'est aussi dans cette tranche d'âge-là qu'il y a les premiers des enfants qui partent du foyer. Et c'est aussi à cet âge-là que, bah, qu'on devient ménopausé, donc avec les modifications, biologiques et puis donc beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là et là je me suis dit: «Voilà, je vais dans ce livre, faire une photo sur ce qui se passe et qui est commun». Même si, ce sont des stades, bien sûr, il y a toujours des exceptions ou avec, plus, moins, où on est toujours un petit peu différent, mais quelque chose qui est assez normé et puis je vais montrer que même si, dans la presse, on dit que c'est difficile de trouver du travail après 50 ans, de se renouveler, qu'on soit homme et femme et que c'est particulièrement plus difficile pour les femmes. Je vais pas nier tout ça, mais je vais montrer aussi que, il y a des tas d'exemples qui sont tout à fait positifs, qui entraînent et qui montrent que c'est aussi un âge, ou de renouveau ou de nouvelles directions prises, et que ces changements notamment dans la vie personnelle, avec le départ des enfants qui est souvent d'ailleurs l'élément le plus déterminant
de nouvelles orientations. En tout cas, moi, c'est tel que j'ai pu le constater dans les études que j'ai pu faire, plus que l'âge, parce que, même si, hommes et femmes s'occupent des enfants, que les enfants grandissent, il y a le fait de se dire: «C'est une autre phase qui n'est plus la phase nécessairement de la famille au jour le jour, qui s'ouvre avec, probablement plus de temps, que ce soit du temps, constaté ou que les personnes et les femmes notamment s'autorisent à prendre». Mmh. Donc je te rejoins, vraiment là-dessus. C'est qu'effectivement, moi, c'est pour ça, hein, que j'ai créé ce podcast 50 ans et toutes mes danses. C'est justement pour ouvrir la parole et montrer des rôles modèles de femmes, même s'il y a beaucoup de d'hommes qui me disent: «Mais quand est-ce que tu vas faire les hommes?» Pour l'instant, c'est intéressant vraiment d'aller chercher ça, de te dire: «Effectivement, il y en a» et plus ça va partir de nous et plus on va se rendre visible et plus on va, en termes de sororité, développer justement, cette passation, hein, de, comment je rends d'autres femmes visibles, plus en fait, ça va ouvrir le champ à d'autres qui vont se dire: «Ah mais oui, oui, en fait, on arrête de s'enfermer même mentalement dans des croyances que à partir de 50 ans, c'est la fin, on n'est plus bonne à rien». C'est Sophie Dancourt qui dit qu'effectivement, il y a une femme sur 2 en France qui a plus de 50 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que font aussi les entreprises, hein, par rapport à ça? Et donc toi, dans ton livre, tu as croisé plein de femmes et de trajectoires de femmes. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Je pense que ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ne se sont pas perçues en tant qu'âge, déjà. Et en fait, quand je les ai croisées, je les ai interrogées parce qu'en fait, je voulais montrer des cas de figure. Elles ont été des illustrations de situations que je voulais montrer comme étant possibles après 50 ans. C'est, s'investir, dans et s'épanouir dans le salariat. Voilà, ça veut c'est pas parce qu'on a plus de 50 ans que tout de suite, voilà, il faut, monter son entreprise ou, Oui, se tout le dire monde que ne c'est va plus pas possible. pouvoir Bah si. monter une ferme en permaculture à partir de 50 ans, Et ça n'est pas voilà, et donc possible. c'est et ben voilà, et c'est de se et qu'il y a plein de perspectives, et qu'il y a parfois des solutions intermédiaires d'ailleurs, en étant, à moitié salarié, à moitié entrepreneur. D'ailleurs, à titre personnel, moi je viens de réentreprendre, en début d'année puisque, j'ai accepté une proposition qui m'a été faite de devenir directrice générale d'une, start-up qui s'appelle Marguerite, qui fait du care management, tout en gardant cette possibilité, à titre entrepreneurial, de dispenser des conférences et de faire un peu d'accompagnement. Et donc voilà, c'est, aussi ce système mixte entre le salariat, bon à 80, hein, quand même, mais néanmoins, donc déjà de dire que c'est possible, qu'on est venu me chercher, à 57 ans pour ce poste, et puis de pouvoir, aussi exercer, par ailleurs. Et pour en revenir, au cas de figure de mon entreprise, j'ai également ces cas de figure où, des personnes, ont suivi des formations et des formations diplômantes après 50 ans, soit pour faciliter, l'obtention d'une mobilité interne, soit pour se donner des compétences, complémentaires, mais en tout cas par choix, dans tous les cas de figure. Et puis bien sûr, il y a celles qui ont créé leur entreprise, soit entreprise, à travers de l'entrepreneuriat solo, soit en créant des entreprises, avec des salariés, soit encore en rachetant des entreprises. Donc en fait, des cas de figure très différents, et à chaque fois, voilà, je me suis dit: «Voilà le cas de figure possible, et quelle femme que je connais», parce que moi je suis pas journaliste, donc c'était pas une enquête que je voulais faire, mais c'était pour montrer que dans un univers, plutôt un univers de connaissances, que je pouvais avoir, finalement, c'était pas si compliqué de trouver des illustrations de ces cas de figure, et que, toutes et tous, autant qu'on est, on peut trouver ces exemples qui sont des exemples motivants. On peut aussi trouver des exemples où les choses ne vont pas bien, mais on peut aussi en trouver qui vont Mmh. bien. Et donc, si je reviens à cette idée d'employabilité, hein, parce que là, tu me dis effectivement, ce que je pourrais entendre là, c'est, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ont pris leur destin en main et qu'elles ont décidé, qu'elles se sont donné les moyens pour y arriver. Maintenant, il y a une question que beaucoup, se posent quand même, c'est et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Quels sont les conseils pour maximiser son employabilité selon toi et réussir sa deuxième partie de carrière? Et déjà ça, on le pense, dans la première partie.
parce que l'employabilité, l'adaptabilité, on en fait preuve tout au long de sa carrière. Et là où je me suis rendu compte que ça pouvait être compliqué pour certaines femmes de rebondir après une situation professionnelle compliquée, hein, parce que certains peuvent être remerciés justement à tout moment, mais en particulier quand l'âge avance. Ceux et celles qui ont le plus de facilité à rebondir, ce sont ceux qui, pendant leur vie professionnelle, ont exercé différents métiers ou ont changé d'entreprise. En tout cas, ont déjà fait preuve d'adaptabilité et de ne pas faire uniquement ce qu'ils ou elles aimaient faire ou étaient plutôt performants et ont pris quelques pas de côté, même si, ça leur plaisait un peu moins à ce moment-là. Et parce que ça démontre, une certaine gymnastique intellectuelle, une capacité à apprendre, une capacité à s'adapter à des univers différents et donc à partir de là, c'est plus simple quand on aborde sa deuxième partie de carrière, en fait. Et je pense notamment à un certain nombre de femmes qui ont une expertise, très forte dans des sujets, style marketing, communication, qui se retrouvent du jour au lendemain, sans emploi, et qui n'ont pas été habitués à faire du réseau. Moi, quand je parlais de réseau, on me disait: «Ah ouais, mais bon, moi, j'ai pas le temps, hein, c'est ceux qui ont rien à faire qui font ça». Mais du coup, ça devient compliqué parce que, la démarche réseau, elle va être une démarche qui va être plus, alors je vais employer un mot, un peu trash, mais un peu entre guillemets «boulet». C'est-à-dire, j'y vais et je suis demandeur, et on me voit bien avec mes gros sabots. Et c'est pas forcément ce qui donne envie aux gens, d'accompagner et de te donner un petit coup de main. Et puis, ouais, c'est ça, ce sont des gens qui probablement, et c'est peut-être le deuxième point commun, en effet, qui qui pendant toute leur carrière, se sont lancés quelques petits défis, en fait. Alors on peut nous opposer, c'est pas toujours simple parce que parfois il y a des priorités entre la vie perso, vie pro, voilà. Mais certes, mais en tout cas, voilà, ce sont des gens qui ont continué à exercer une curiosité, dans la vie pro et souvent d'ailleurs même ou dans la vie perso. C'est-à-dire qui ont continué à avoir des centres d'intérêt, qui ont continué à faire des choses, à voir des gens différents, à s'enrichir. Mmh. Donc oui, ce que je note, c'est, ne pas hésiter à se lancer des défis, alimenter toujours sa curiosité, faire preuve d'agilité et puis ne pas oublier son réseau parce que c'est vrai que c'est toujours plus facile de l'activer quand ça fait, un moment que tu en prends soin, sinon effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Eh bien, écoute, je te remercie pour tous ces précieux conseils. Avant Merci Karine. de se quitter, j'ai toujours cette question qui est, quelle femme inspirante tu me conseillerais d'inviter pour prolonger cette discussion de comment faire de la cinquantaine une aubaine? Écoute, j'aurais tendance à te dire, une des 13 femmes, qui a témoigné dans mon livre, mais je sais J'en connais que tu déjà as pas mal, déjà oui. voilà, tu en as déjà interrogé. Alors, une autre qui me vient à l'esprit, là, c'est probablement Elisabeth Moreno, donc l'ancienne ministre qui agit, aujourd'hui également en faveur de la mixité et qui prend la parole également sur nos sujets, celui de l'âge, et qui fait bouger les lignes et qui a fait preuve dans son parcours justement d'une, grande adaptabilité, et son histoire est passionnante et va continuer, à nous passionner. Donc voilà, c'est probablement, le nom si je ne veux pas faire, de je veux pas de jalouse, mais en tout cas ne pas citer, l'une ou l'autre des 13 femmes et voilà celle-ci, le nom d'Elisabeth Moreno me vient à l'esprit. Très bien, bah, merci, je la contacterai de ta part. Donc merci beaucoup Frédéric. Encore une fois, je recommande ton livre «Réentreprendre sa vie après 50 ans» aux éditions Duno. On y apprend plein de choses sur ton parcours et puis il y a plein de cas dans lesquels, justement, de femmes, on peut se retrouver avec plein d'autres conseils. Merci beaucoup Frédéric. Merci, au revoir Karine. Au revoir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations